Bienvenue à Chronique en Rose. Ici, nous célébrons la force, la résilience et le courage des femmes. Chaque épisode est un voyage dans l'univers de la santé féminine. Un hommage à toutes celles qui font face aux défis, au silence et aux tabous, avec grâce et puissance. Nous parlerons de tout, des petites victoires aux grandes batailles, en passant par les vérités que l'on cache trop souvent derrière un sourire. Que vous soyez ici pour vous informer, vous inspirer ou simplement trouver un espace où vous sentir comprise, Chronique en Rose est là pour vous. Ensemble, nous explorons ce que signifie être une femme, aujourd'hui et chaque jour, avec authenticité, détermination et une touche de douceur. Accrochez-vous, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vie. Bonjour et bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode où aujourd'hui on va parler un petit peu plus de santé mentale, de féminité et pour ça j'aurais pu en parler mais ça a toujours moins d'impact quand on interviewe quelqu'un. Donc aujourd'hui je laisse la parole à Sonia et je lui souhaite la bienvenue dans cette chronique en rose. Bonjour Sonia. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Ça va super. Et toi? Ça va très bien, je te remercie. Et je tiens à souligner que j'aime beaucoup ton prénom puisque c'est le même prénom que ma maman. Ah, prénom rare pourtant. Oui, et ben tu vois, t'es la deuxième Sonia que je connais. Sonia, pardon, j'aime beaucoup commencer mes interviews par la question « Qui tu es ?» Alors, donc moi, je suis Sonia, j'ai 34 ans. Je suis web designer, entrepreneuse. J'ai d'autres projets en parallèle. Je suis une jeune maman également. Et je suis une passionnée de beaucoup, beaucoup de choses. Donc, tout ce qui va être les univers fantastiques, les jeux vidéo, la couture, la lecture. Voilà, je suis un peu multifacette. Et c'est trop, trop bien. Moi, j'adore tout ce qui est science-fiction, fantasy, et puis j'adore également. Alors, je dirais pas que j'adore les jeux vidéo parce que ça peut très vite m'agacer, mais j'aime beaucoup faire de temps en temps une partie avec mon chéri, c'est très drôle, mais pas sur le long terme. Moi, je peux y passer des heures, mais moins maintenant. Donc, tu disais que tu étais une jeune maman. Oui. Elle a, elle, il a quel âge? Il a 2 ans et demi. Ah oui, il est encore tout jeune. Oui, il est encore chez la nounou, il est pas encore à l'école. Ça se comprend. On a du mal, puis surtout, je pense qu'en plus, quand c'est les premiers, on a du mal un peu à les mettre trop tôt par peur justement que ça soit vraiment trop tôt pour eux et aussi un peu pour nous. Il y a un temps pour tout et je pense que 3 ans, ce sera très bien. Exactement. Il est de quel mois? Il est de février. Ok, d'accord, super. Ouais. Du coup, c'est un bébé 2022, un petit Verseau. Verseau. C'est un bébé Verseau. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours personnel? Alors, moi alors surtout si on parle, santé et cetera, moi j'ai eu on va dire mon changement dans mon corps, l'arrivée des règles et cetera très tôt, parce qu'à 12 ans, j'étais déjà réglée. Et très, très vite, en fait, j'ai commencé à vivre avec, l'endométriose, qui a été diagnostiquée bien plus tard. Parce que je sais que c'est le sujet dont traite le podcast, donc je vais surtout parler de ça. Donc voilà, j'ai eu, mes premières règles à 12 ans et j'ai très vite eu des douleurs assez intenses. J'ai eu un parcours, au niveau de la santé qui a été un peu chaotique puisque, forcément, il y avait toujours, ces vieilles excuses de: «Oui, mais est-ce que c'est pas un peu du chiquet? Est-ce que c'était pas dû à mon poids aussi?» parce que j'ai toujours été, en surpoids. Voilà, ça a été, beaucoup de doutes, et comme je disais, beaucoup de douleurs, pas forcément qu'en période de règles. Donc au niveau du développement de la féminité, ça a quand même été compliqué, surtout quand j'ai commencé à avoir, une vie sexuelle active. Mmh. Ça a posé des problèmes aussi. Je me doute bien, je me doute bien. Et donc par rapport du coup justement à tout ce parcours, par rapport, voilà, au parcours médical, comment tu as été diagnostiquée?
Est-ce que ça a été plutôt simple et rapide? Est-ce que ça a été compliqué puisque, comme tu disais, on ne t'écoutait pas? Alors, on ne m'écoutait pas. Ça a été très, très long d'être diagnostiquée. En fait, il m'est arrivé, alors à l'époque, je vivais à Brest, maintenant j'ai déménagé. J'ai eu en fait 2 fois où vraiment un premier jour de règles, j'ai eu des douleurs, mais vraiment insoutenables. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais une douleur qui partait du côté droit, qui remontait entièrement. J'étais bloquée même au niveau de l'épaule tellement j'étais tendue. Donc, bien évidemment, je suis allée aux urgences. La première chose qu'ils ont pensé, c'était que ça devait être la vésicule biliaire. Ok. Et on m'a dit, sachant que je ne suis pas une grande fan de fast-food, on m'a dit: «Il faut arrêter de manger McDo». Voilà, donc c'était un peu énervant, sachant que les 2 fois, j'ai bien précisé que c'était mon premier jour de règles et qu'elles étaient toujours très douloureuses. Donc voilà, 2 fois comme ça, passage aux urgences assez long. Bien évidemment, moi, je me suis mise à douter. Je me suis dit: «Bah, c'est pas possible, il y a quelque chose». On m'a même fait une première échographie, en fait, pour vérifier la vésicule. Alors, je leur disais bien que la douleur était plus bas. Je sentais bien que c'était plus au niveau des ovaires. Et non, on m'a pas du tout écoutée, et je devais avoir peut-être, je crois que j'avais 23 et 24 ans, parce que les 2 crises se sont espacées d'1 an. Quelques années plus tard, à ce moment-là, je travaillais sur Nantes et un matin, je suis arrivée au travail, vraiment avec, cette même douleur qui recommence, bloquée, et cetera. Là, j'ai été prise, plus au sérieux et en fait, on s'est rendu compte que j'avais un kyste de 8 centimètres sur l'ovaire droit qui est en train de rompre, en fait. Sachant qu'en plus, au détail, c'est un peu dégueulasse, mais je vais quand même le préciser parce que c'est important. En fait, c'était un kyste de sang qui s'était accumulé, en fait. Donc il y avait, différentes couches plus ou moins, vieilles. Voilà, il était en train d'éclater. Donc, du coup, c'est de là que provenait la douleur. On m'a dit qu'il avait déjà quelques années ce kyste, donc je pense que les fois d'avant, c'était déjà lui qui se réveillait. Je pense aussi 8 centimètres. Excuse-moi, je te fais une parenthèse, mais c'est énorme. Enfin, Et ouais, c'est gros. ouais, il Tu faisait m'étonnes 8 que tu 5, avais donc c'était un bon œuf, hein. c'est énorme. Enfin, tu m'étonnes que tu avais des douleurs. Enfin, je te laisse continuer. Pardon. Pas de souci, il y a aucun problème. Donc du coup, il a été vu, donc on m'a demandé de rester alitée pendant un peu plus d'1 semaine. Au début, je voulais pas, en plus, moi, je voulais retourner travailler parce que je me disais: «C'est bon, j'ai déjà eu ces douleurs, je peux le faire», mais en fait, non, pas du tout. Donc je suis bien restée alitée 1 semaine, je suis retournée travailler pendant 2 semaines en ayant interdiction de porter des charges et cetera. Et là, du coup, j'ai été opérée d'une cystoscopie, du coup, pour retirer ce kyste qui bien évidemment a éclaté directement, donc pas très glamour. Mais surtout, en fait, pendant la cystoscopie, on s'est rendu compte que j'avais des adhérences d'endométriose absolument partout. Donc l'opération qui devait durer une demi-heure a duré 1 heure et demie, avec mon conjoint qui était en panique parce qu'il n'a pas été prévenu en plus, le pauvre. Donc il m'a retrouvée plusieurs heures plus tard en salle de réveil. Super. Voilà, et du coup, pendant plus d'1 mois, j'ai été en arrêt derrière puisque, cystoscopie, on gonfle le ventre avec un gaz qui a eu un peu de mal à s'évacuer forcément parce que j'avais du mal à bouger et cetera. Mais du coup, à partir de là, on m'a quand même annoncé que, le kyste avait fait de beaux ravages puisque j'avais perdu la moitié de mon ovaire. Il ne savait pas trop s'il allait être sauvé, donc c'était plutôt bénéfique. Dans un sens, il était quand même présent. Ok. À savoir qu'en plus, à cette époque-là, moi, j'avais absolument pas dans l'idée, de devenir maman. Et en fait, là, ça a été un nouveau gros choc, émotionnel et psychologique. C'est qu'on m'a dit: «Vous serez probablement jamais maman». Oui. Et même quand on n'a pas cette idée moi, j'avais vraiment dans cette idée que j'allais pas avoir d'enfant et cetera, en fait, cette nouvelle, elle m'a fait très, très mal. Je pensais pas du tout et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis quand même posé beaucoup de questions, Mmh. parce que, c'est dur, en fait, de nous dire que ça fait, à ce moment-là, parce que j'avais 28 ans quand j'ai eu ce kyste, enfin, quand on me l'a retiré. Hem, c'est dur, en fait, psychologiquement quand on se dit: «Ça fait des années que je souffre pour, normalement, ce cycle qui est supposé pouvoir donner la vie», et en fait, on me dit
qu'entre guillemets, je souffre pour rien, puisque je ne serais même pas en capacité, a priori, d'avoir un enfant. Mmh. Pour l'estime de soi, c'est très, très dur. Je me doute que ça doit faire un sérieux choc émotionnel. Même si on se dit, bon, je veux pas d'enfant, entre je veux pas d'enfant, mais je peux en avoir, et entre je veux pas d'enfant, mais je peux pas en avoir, il y a quand même Il y quelque a un chose qui se passe. Mmh. Ouais. Oui, puis c'est voilà, c'est même en fait dans notre féminité, alors moi je suis, de ces personnes qui prennent le parti que chacun fait ce qu'il veut. Ceux qui veulent avoir des enfants, très bien pour eux. Ceux qui n'en veulent pas, très bien pour eux. Je suis personne pour juger, chacun fait ses choix. Mmh. Comme je disais, moi j'étais dans cette optique où je ne voulais pas d'enfant, mais l'annonce de cette nouvelle-là, ça a quand même fait son bonhomme de chemin. Ça faisait déjà plusieurs années que j'étais avec mon conjoint. Lui, il voulait vraiment des enfants. Moi, à partir du moment où on m'a dit que je ne pourrais pas en avoir, ça n'avait jamais été une option en fait dans ma tête de me dire: «Je n'en aurai pas». Enfin, je veux dire, je n'en aurai pas parce que physiquement, j'en suis incapable. Mmh. Et en fait, je me suis dit: «Beh, non, en fait, je peux pas accepter ça comme ça. Ça fait pas, autant d'années que je subis, l'endométriose et les pilules et les traitements hormonaux, la prise de poids et cetera. C'est pas pour rien». Donc voilà, ça a fait son bonhomme de chemin. Je comprends totalement. Alors juste, je fais une petite parenthèse pour expliquer ce que c'est une célioscopie pour les personnes, les femmes qui ne connaissent pas et pour les hommes potentiellement qui écoutent et qui ne savent pas du tout de quoi on parle. C'est en gros 3 petites incisions qu'on fait au niveau du ventre, enfin au niveau du coup du ventre mais du bas-ventre. Donc une à peu près au niveau du nombril et après 2 sur les côtés, plutôt au niveau des ovaires. Et puis en fait, ils passent des pinces. Enfin, ils mettent un gaz pour gonfler justement le ventre pour qu'ils aient la place de pouvoir travailler sans potentiellement toucher les organes qui sont bien sûr à l'intérieur et qui sont autour de la partie où ils veulent intervenir. Et ils introduisent des pinces pour travailler plus facilement. Et le gaz qu'on parle, en fait, il ne s'évacue pas comme ça. Il a tendance à remonter au niveau du corps, en fait. Et potentiellement, on peut avoir au niveau des épaules un blocage, au niveau des dos et du cou et tout ça. Je vais faire cette petite parenthèse pour que voilà, vous ayez les informations, puisque parfois on utilise des termes un petit peu compliqués. Donc voilà. Et du coup, comment toi, tu perçois, avec ton expérience que tu as pu là actuellement vivre avec ce choc émotionnel, la relation entre ta santé mentale et ta féminité? Comment tu as pu gérer cette pression, en fait, que ça a pu avoir? Qu'est-ce que ça a pu faire sur ton bien-être mental et puis aussi sur ton bien-être physique en tant que femme? Alors, je dirais, il y a un peu un avant, un après. Forcément, avant cette opération, je vivais déjà avec ces douleurs que, de toute façon, comme personne n'écoutait ce que j'avais à en dire, je le vivais un peu, comment dire? Avec une épée de Damoclès où je savais jamais trop ce qui allait m'arriver, d'un mois à l'autre. Je me disais que de toute façon, ça servait à rien d'en parler puisque personne ne me prenait au sérieux. On mesurait pas en fait la douleur avec laquelle je vivais. Savoir qu'il y a des fois où je me retrouve quand même alitée, à ne pas pouvoir bouger pendant quelques jours, à part pour faire les déplacements les plus rudimentaires, donc aller au WC, pouvoir aller manger et cetera. Même m'asseoir, des fois, c'est très compliqué. Donc forcément, je pense que ça m'a beaucoup atteint aussi. J'ai fait des dépressions, par rapport à ça. Alors peut-être surtout état dépressif, mais pas dépression profonde. Ça, en tout cas, fortement, affecté, au niveau de ma santé mentale, où je me sentais, nulle en fait. Je me disais: «C'est pas possible, d'une, tu souffres, mais est-ce que tu es vraiment légitime à dire que tu souffres?» et cetera. Enfin, j'avais des doutes sur moi-même, ce que je pouvais ressentir, et dans la tête et dans le corps. Et après l'opération, dans un sens, un soulagement de me dire, non, c'était pas du chiquet, c'était voilà, enfin quelqu'un m'a écoutée. Mmh. La dualité, c'est que j'avais aussi, ce côté, en fait, entre guillemets, «Tu es même pas foutu de faire un enfant naturellement parce que tu as cette pathologie» et voilà et en fait, je me sentais pas complètement femme. Et le petit détail aussi que, entre guillemets, je n'ai pas donné et qui a affecté, mes relations avec, mes partenaires, c'est que, j'avais tellement d'adhérence qu'en fait, pendant les rapports, j'avais mal.
puisque forcément, c'est des zones qui étaient très sensibles. J'avais pas conscience en fait de ces adhérences avant et pour moi, au niveau de ma vie sexuelle, c'était compliqué puisque, les rapports étaient douloureux donc j'avais pas spécialement envie, pour moi, c'était presque une contrainte en fait, alors j'irai pas dire qu'il y a eu abus ou quoi que ce soit puisque, j'étais parfaitement consentante ou voilà, mais en fait pour moi, dès qu'il y avait, acte charnel, c'était un peu, c'était un peu, ouais, comment dire? Compliqué. Ouais, c'était compliqué, je le subissais un petit peu dans un sens parce que je savais pas, d'une fois à l'autre, est-ce que j'allais avoir mal, pas mal? Donc en fait, il y avait une appréhension à chaque fois, heu et là-dessus, j'ai beaucoup de chance, c'est que mon partenaire, il est très patient, il est très respectueux, et quand je lui disais que j'avais mal, stop et puis voilà, tant pis, on essayait de trouver, bien évidemment des solutions. On n'avait pas conscience en fait que le problème principalement venait de là et après l'opération par contre à ce niveau-là, ça s'est beaucoup amélioré. Bon, déjà, c'est une bonne chose parce que malgré tout, il faut savoir que nous, en tant que femmes, on peut souffrir de cette situation et les hommes également. Donc, quand on trouve une solution qui peut améliorer tout ça, ça reste quand même quelque chose de très positif. Donc, déjà, bravo à ton partenaire. Tu pourras lui dire et il pourra également l'entendre d'avoir été patient, d'avoir été à l'écoute et surtout de rester présent pour toi et de te soutenir parce que malgré tout, on sait que c'est pas forcément facile, surtout, je pense, sur cette partie de la sexualité où les hommes sont parfois pas compréhensifs, parfois ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne le vivent pas, et parfois ça peut être un peu dur pour eux. Donc bravo à ton partenaire de toujours être là et d'avoir été un soutien et un pilier pour toi dans cette phase de, de douleur et d'incompréhension. Et très honnêtement, je pense que s'il n'avait pas été, aussi patient et aussi présent, peut-être qu'à l'heure actuelle, j'aurais pas d'enfant, puisque du coup, c'est le papa de mon fils et c'est vrai que, je l'aurais probablement pas envisagé, si ça n'avait pas été une personne aussi, bienveillante, en fait. Je comprends. Et de toute façon, c'est très important. Je pense que tu seras d'accord avec moi que quand on est dans une relation de couple, que ça soit un homme, une femme, deux femmes ou deux hommes, ou des personnes qui ne se caractérisent pas, il n'y a aucun souci. Mais quand il y a deux personnes, deux êtres humains, le principal, c'est que la bienveillance, l'amour, l'écoute, très important. L'écoute, je pense que je le répéterai jamais assez, mais la communication, c'est une clé. Et puis surtout, n'hésitez pas, messieurs, à poser des questions, même si parfois vous avez l'impression que c'est débile, entre guillemets, la question. Posez la question. N'hésitez pas, dites-lui, voilà, je comprends pas, enfin, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu plus, j'ai un peu de mal, je me sens pas forcément, je sais pas comment t'aider, je sais pas comment réagir, je sais pas quoi faire. N'hésitez pas vraiment à poser des questions. Je vais même insister sur ce point-là. Je pense qu'une des choses qui a fait que ça a super bien marché, là, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble, avec mon conjoint. C'est que justement, en fait, quand j'avais des douleurs et cetera, en fait, il a toujours été, comme je disais, présent, il a toujours été bienveillant et même si au début, c'était un peu timide, il n'a pas hésité à me questionner. Après, il voyait bien, hein, de toute façon, que j'étais, avachie sur le canapé avec ma bouillotte, des antidouleurs à ne plus savoir qu'en faire et cetera. Donc ça, c'était plus pour les périodes de règles, mais même pour les rapports, les fois où j'avais mal, non seulement il le comprenait déjà physiquement parce qu'il sentait que voilà, que je réagissais, mais on en a toujours parlé très facilement, et en fait, je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'entend aussi bien et que ça fait 10 ans qu'on se supporte chaque jour. Déjà, félicitations à vous deux parce que 10 ans, c'est beau. Et avoir un enfant et continuer à avancer et vous soutenir, c'est juste merveilleux. Est-ce qu'il y a eu des moments clés dans ta vie où tu as senti que ta santé mentale était directement influencée par ton identité féminine? Enfin, je veux dire, ces moments où tu as eu l'impression que vraiment c'était parce que, en gros, tu étais une femme que ça a été impacté, quoi. Où il y a des moments où c'est parce que tu étais une femme que ta santé mentale en a pris un coup.
Oui, il y a eu plusieurs choses. Bon, bah, forcément, je vous en ai déjà parlé, tout ce qui était, bah, les douleurs, les règles. Il y a eu très souvent aussi, le fait qu'on me prescrivait toujours des médicaments, plutôt que d'approfondir, les sujets. Donc, bah, oui, moi je me disais: «Beh, en fait, c'est des médecins, ils savent ce qu'ils font», donc Mmh. voilà, donc en fait, je me disais que c'était de ma faute. Forcément, ça creuse un peu plus au niveau de la santé mentale. Il y a une chose aussi qui a pu beaucoup affecter, c'est comme je disais, j'ai toujours été en surpoids. Avec une maman, alors ma maman est très gentille et cetera, c'est pas le problème, mais elle a beaucoup cette, culture ancienne de, si tu es en surpoids, il faut maigrir, s'il faut maigrir, il faut faire des régimes drastiques. On connaît tous l'effet yo-yo. Et forcément, bah, ça, ça a affecté aussi puisque, forcément, je voulais perdre du poids pour, ressembler aux standards, de beauté. Hem Et bah, comme je n'y arrivais pas, forcément, ça m'a affectée encore plus, en plus voilà, de ces régimes drastiques qui nous minent le moral, hein, et qui servent à rien accessoirement. Donc ça a beaucoup joué. Les relations aux autres, aussi parce que, bah, forcément, des fois, j'avais tellement de douleurs que, bah, je loupais beaucoup d'événements. Donc je me sentais exclue, puisque, beh, oui, je pouvais pas aller en soirée, non, je pouvais pas aller en week-end avec, les copains pour tel ou tel projet et cetera, parce que j'étais bloquée au lit. Donc forcément, voilà, on se sent exclu parce qu'ils ont vécu des choses qu'on aurait aimé vivre et puis, bah, en fait, non, parce que physiquement impossible. Comme je disais, les relations amoureuses aussi, puisque, là où pour tout le monde c'était, logique et normal, voilà, d'avoir des relations, de sortir, de ceci, de cela, bah, moi, comme j'appréhendais la douleur, j'ai mis une barrière aussi, donc un petit peu plus, voilà. En fait, on a l'impression de se couper du monde, d'être isolé et incompris et oui, ça affecte énormément en fait, le l'amour-propre, l'état, de santé mentale. C'est tout ça, ça prend un gros coup, et comme je disais, bah, le fait d'avoir désolée, il y a mon chat. Le fait d'avoir appris, aussi, bah, voilà, que j'étais, potentiellement stérile, que j'allais devoir passer des tests et cetera, bah, on se dit: «Bah, super, en fait, je suis, un peu on se rend un peu comme un rat de laboratoire, en fait». Donc voilà, c'est beaucoup de petites choses comme ça qui font que j'ai eu quand même des tendances assez dépressives, jusqu'à, en fait, prendre conscience que c'était pas forcément moi le problème, c'était peut-être qu'il n'avait pas été traité de la bonne façon. Je vois très bien ce que tu veux dire et parfois on a l'impression que c'est nous le problème alors que, faut simplement savoir reposer les bonnes questions et des fois changer également de praticien, de santé, c'est aussi, une clé. Je pense que voilà, on a pu en parler tout au long, de cette chronique et c'est très important justement de dire: «OK, le praticien qui est en face de moi, il ne me correspond pas. Il y a pas de souci, c'est pas grave, mais du coup, c'est quand même ma santé et je choisis d'aller voir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une infidélité, puisque c'est quand même pour votre santé, donc faites-le si vous en jugez que c'est nécessaire pour vous, en fait. Quels outils pratiques ou soutiens tu as trouvé essentiels pour maintenir justement un équilibre entre ton bien-être mental et ta vie quotidienne? Alors, au niveau des outils, bah, déjà la communication forcément, j'ai appris à communiquer différemment avec les médecins, à imposer un peu plus en fait, le fait que je connaissais ma pathologie, que je savais ce que je vivais et que non, il n'y avait pas à douter des douleurs dont je parlais. Donc voilà, j'ai appris à m'affirmer plus à ce niveau-là. C'est super important parce que, en fait, si on arrive en étant un peu perdu, un peu pas sûr de soi, il est possible que, le médecin ne mesure pas en fait Mmh. intégralement, la portée de ce qu'on ressent. Communiquer avec mes proches aussi, leur expliquer des fois pourquoi, enfin j'ai arrêté de me chercher des excuses en fait quand, par exemple, j'allais pas en soirée et cetera. Donc en fait, beaucoup plus de clarté et de communication. Maintenant, clairement, on me dit, on m'invite à une soirée ou voilà, j'ai mal, j'envoie un message, je leur dis: «Mes règles sont arrivées,
j'ai super mal, je viens pas. Je viendrai une prochaine fois, je suis désolée, voilà. Donc ça, voilà. Bon, forcément, il y a la partie médicamenteuse, mais une chose qui m'aide énormément, c'est que là, j'ai repris le sport depuis plusieurs mois, notamment parce que j'ai accouché par césarienne et forcément, faut remuscler tout ça. Hem et en fait, bah, déjà, ça m'aide à faire le vide dans ma tête, ça m'aide à me sentir mieux dans mon corps aussi. D'ailleurs, régime beaucoup plus efficace que les régimes drastiques, hein, j'en suis à une dizaine de kilos de perdus là depuis le mois de mai. Bravo, Heu, félicitations. mais c'est vrai que, ben, en fait, ça travaille sur mon image de moi, hem, puisque, bah, je me rends compte que je suis physiquement capable de faire beaucoup plus que ce que je pensais. Mais surtout, moi, je vais pas du tout à la salle en me disant, «Oh là là, il faut encore que j'aille m'entraîner». Non, j'y vais vraiment, j'ai appris à y aller par plaisir, et c'est vrai que ça voilà, ça m'aide à relâcher et même certaines tensions physiques, j'arrive à les limiter, en fait, grâce à ça. Mmh. Donc voilà, ça a été pas mal de choses. Je fais pas mal d'exercices de respiration et d'hypnose aussi, je trouve ça très sympa. Voilà, c'est un peu mes outils et surtout, moi je fais du journaling. Donc en fait, je note tout ce qui me passe par la tête, que ce soit en bien, en mal, parce qu'une fois que je l'ai posé sur le papier, bah, j'ai déjà évacué une grosse partie en fait de ce que je ressens. Et des fois je me rends compte que, bah, en fait quand c'est à l'intérieur, on en fait vraiment un monde, alors qu'une fois que c'est sur le papier, on fait: «En fait ça va». Je vois très bien ce que tu veux dire. Donc ça, c'est voilà. Moi, je gère comme ça. En tout cas, pour moi, ça me correspond. Je pense que chacun doit trouver, la formule qui lui parle. Parce que, bah, par exemple, aller en salle de sport, je sais qu'il y a des gens à qui ça fait très, très peur. Mmh. Hem, Là, c'est un conseil, complètement à part. Moi, j'ai choisi d'aller dans une salle, qui est en fait une salle de remise en forme, plus qu'une salle de sport. Donc c'est pas une grosse franchise et cetera. Et c'est une salle où, il y a des coachs qui sont très à l'écoute et surtout, il y en a qui sont spécialisés, justement, dans les suivis de gens qui ont des pathologies. Donc on a des conseils supplémentaires et cetera. J'y vais vraiment sans stress, en fait, voilà. Mais je pense que c'est aussi parce que c'est une salle qui est beaucoup plus intimiste Mmh. et du coup, ça m'aide énormément, en fait, bah, déjà à y aller sans avoir peur du regard et aussi, Hem, bah, voilà, je sais que si j'ai un besoin particulier, bah, je trouverai, l'oreille attentive en fait pour m'épauler là-dedans. Je vois très bien, ce que tu veux dire. Juste pour, les personnes qui potentiellement habiteraient vers chez toi, est-ce que tu peux nous dire, où est-ce que tu habites et où est-ce que se trouve, cette, salle de sport, si ça peut les aider? Oui, moi j'habite à Montaigu en Vendée et la salle ça s'appelle le Centre Apollo 3S. Voilà, donc je vous remettrai quand même l'information en description, ne vous inquiétez pas, mais c'était quand même voilà pour que vous ayez l'information, pour ceux qui habitent pas loin, pouvez vous dire ah mais oui c'est vrai, j'en ai entendu parler, donc si jamais, n'hésitez pas puisque je serai là-bas, je pense que j'irai aussi, mais voilà, moi c'est un autre sujet, j'habite à 15 minutes de la salle de sport et avec mon emploi du temps, une salle de sport, c'est pas du tout dans Ah mon oui. emploi du temps à caser actuellement. Ah moi j'y vais très, très tôt le matin. Comme Et bah, ça, je suis libre le reste de la journée. je Mais comprends. et en plus c'est plus calme le matin, c'est vachement sympa. Je pense, oui. Les gens, je pense qu'ils ont plus tendance à y aller en fin de journée après leur travail plutôt qu'en début de journée avant. Et c'est vrai que je pense que le matin, c'est quand même beaucoup plus calme que. Ouais, c'est ça, c'est sympa. En fait, c'est généralement les créneaux, très calmes, c'est soit très tôt le matin, soit assez tard le soir. Mais au moins ça permet, voilà, d'être, tranquille, de faire, ce qu'on a envie de faire et puis, après on démarre notre journée aussi, bien en forme. Je comprends. Comment, enfin, j'aurais une question avant de passer aux autres questions. C'est toi, en tant que femme ayant traversé voilà, des épreuves liées à la santé mentale, liées à des épisodes dépressifs, liées à des chocs émotionnels, quel conseil tu pourrais donner aux femmes qui actuellement se battent pour justement trouver un équilibre dans leur vie, si voilà, elles ont appris potentiellement un diagnostic d'endométriose ou de SOPK ou potentiellement voilà, quelque chose de
alors je dirais pas de plus grave parce que toute maladie est grave, mais peut-être de plus grave dans le sens que ça serait un cancer. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour essayer de trouver un équilibre dans leur vie quotidienne? Alors, la première chose, je dirais, c'est d'apprendre à s'écouter. Parce que très souvent, en fait, quand on est dans les états dépressifs, on a toujours voulu donner beaucoup aux autres, mais très peu à soi. Et il faut apprendre et accepter à être son propre centre, en fait. On a le droit à l'écoute, on a le droit à la parole et on a le droit de penser à soi. C'est pas être égoïste, c'est être réaliste, en fait. On a besoin, des fois, de pouvoir se recentrer sur soi parce que quand on est en accord avec soi, déjà, on se sent beaucoup mieux. L'autre chose, c'est ne restez pas enfermé. Si vous en avez la possibilité, vraiment, aérez-vous. Sortez, en fait, du carcan de la maison, tout simplement parce que, en fait, plus on va être enfermé et plus on va avoir du mal, en fait, à laisser s'échapper les choses. Et juste une petite balade, déjà, ça peut être un premier gros pas, en fait. Parce que, voilà, on va s'aérer, on n'est pas enfermé entre quatre murs, on peut se laisser respirer. Je dirais qu'une autre chose qui est importante, c'est vraiment, entre guillemets, de faire le point sur, qu'est-ce qu'on a fait de notre vie, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie et quelles sont les choses qu'on peut mettre en place. Alors, effectivement, on ne sait jamais, quand est-ce que la fin va arriver, mais justement, c'est là que c'est encore plus important de se dire qu'il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Je suis Alors totalement c'est un d'accord. petit peu sombre, hein, comme pensée dans un sens, mais en réalité, elles sont plus, c'est plus bienveillant et profond parce que, on est là, on vit comme on vit. Je veux dire, moi, je vis tous les jours avec cette pathologie qui me casse les pieds, très clairement. Mais je me dis que si je reste constamment bloquée sur le fait que j'ai cette maladie, c'est une partie de moi, mais c'est pas moi, en fait, cette maladie. Et c'est important de bien faire la différence. C'est pas parce que notre corps subit quelque chose que notre esprit doit être, forcément lié à ça et n'être que ça. Vous êtes plus que ça. Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que il faut actuellement, donc au moment où je tourne cette interview, je suis en train de guider un groupe de femmes et il y a quelqu'un qui a dit que voilà le mindset, donc l'état d'esprit, c'était quelque chose de très, on va dire théorique, et que voilà il fallait y aller plutôt la pratique. Et je suis d'accord avec elle. Il ne faut pas rester que dans son esprit, mais il faut savoir une chose, c'est que l'état d'esprit c'est très important. Et on peut en entendre beaucoup parler en entrepreneuriat et très peu parler dans la vie personnelle quand on n'est pas forcément dans l'entrepreneuriat ou qu'on n'est pas dans le développement personnel. Sachez que pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, l'état d'esprit, c'est quelque chose que on devrait apprendre à travailler dès le plus jeune âge puisque c'est là où tout, on va dire, va se passer. Parce que justement, si on n'a pas confiance en soi ou si, comme tu dis, Sonia, on est trop focalisé sur notre pathologie et qu'on voit que le négatif, malheureusement, on n'arrivera pas forcément à avancer et à avoir un équilibre sain dans notre vie. Oui, bien sûr, c'est triste, bien sûr que, comme tu disais, ça casse les pieds d'avoir une pathologie et qu'on ne mérite pas. C'est vraiment pas ça que je suis en train de dire, mais plutôt dans le sens où, ok, j'ai cette maladie, de toute façon, je ne peux pas contrôler, elle est là, je dois apprendre à coexister avec elle, mais par contre, je ne vais pas me laisser apitoyer, je peux vivre ma vie, je peux être heureuse et je peux avancer malgré tout parce que je le mérite et que je ne vais pas laisser une maladie contrôler tout le reste de ma vie. Alors ça, je peux que valider et je rajouterai même un petit détail, savoir que moi, je suis passée par une PMA pour avoir, mon fils et j'ai eu un switch de mindset assez important. Alors savoir qu'à cette époque-là, je n'avais pas du tout la notion de mindset. Je connaissais même pas je connaissais le développement personnel, mais ça me passait largement au-dessus. On m'avait toujours dit, te mets pas trop, ne mets pas trop les choses en tête par rapport à une potentielle grossesse, etc. Et malheureusement, j'ai eu une fausse couche. J'ai eu une fausse couche avant d'avoir mon fils. Et c'est au moment de cette fausse couche, donc qui était quand même un épisode qui m'a bien bouffé aussi. Au moment de cette fausse couche, en fait, il y a eu un changement total de façon de penser, sans que je m'en aperçoive. Et
au final, la deuxième fois, du coup, que j'ai eu un transfert, j'avais pas du tout le même état d'esprit. Résultat, mon fils, il est là aujourd'hui. Donc, je pense que, très honnêtement, le mental a énormément affecté le fait d'avoir réussi à mener cette grossesse à terme. Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Alors, bien sûr, l'état d'esprit ne fera pas tout, bien sûr, par miracle, hein, on est d'accord, mais ça reste quand même un pilier très, très important. C'est comme si, en fait, vous étiez tout le temps en train de regarder les choses négatives de votre vie. Et puis, un jour, on ne sait pas pourquoi, vous commencez à regarder les choses positives et vous voyez beaucoup plus de choses positives arriver dans votre vie. Ben, c'est normal, en fait, parce que le cerveau, c'est un muscle, en fait. Et si, par exemple, je vous dis, bah, concentrez-vous, enfin, on est devant un garage et je vous dis, concentrez-vous sur toutes les voitures bleues, comptez les voitures bleues. Et vous me dites, OK, j'ai fini. Et je vous dis, OK, il y a combien de voitures rouges? Vous allez dire, bah, je ne sais pas, j'ai compté les voitures bleues. Oui, parce que vous êtes focalisé sur un seul truc. Alors que là, c'est pareil. Si vous vous concentrez uniquement sur le négatif, vous verrez que le négatif. Alors que si vous vous concentrez sur le positif, vous verrez beaucoup plus de positif. Et c'est pas regarder le positif, ce n'est pas faire l'autruche et ne pas voir ce qui se passe réellement dans sa vie. C'est plutôt, OK, je sais ce qui se passe, je vois. Si je ne peux pas contrôler, OK, comment je peux améliorer les choses? Comment je peux positiver les choses pour justement avancer et pas rester bloqué en fait? Donc, je te remercie beaucoup d'avoir dit ça, Sonia, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire oui, mais bon, c'est triste, il y a ci, il y a ça. Oui, on est d'accord, si jamais fantastique de se dire bon bah voilà j'ai une pathologie, j'ai une maladie, etc. Mais par contre, on peut toujours avancer malgré tout, on peut toujours vivre une vie épanouie et heureuse. Et je pense que voilà, Sonia en est un bel exemple puisque malgré tout, elle a réussi à avoir son bébé et d'avoir son petit garçon. Et je pense que tout ça, elle l'a aussi fait grâce à son soutien et bien sûr à son état d'esprit. D'ailleurs, du coup, tu disais qu'à cette époque-là, tu n'avais aucune notion de mindset. À quel moment, en fait, tu as créé ton entreprise, puisque tu nous as dit que tu étais entrepreneuse. Du coup, puisque bon, au début, tu étais salariée, tu as eu l'annonce voilà, du fait que tu avais un kyste, que tu avais une pathologie, etc. Tu as eu ton bébé. Du coup, à quel moment le business est venu s'ancrer dans ta vie? Alors, c'est arrivé à peu près vers les 1 an de mon fils. Parce qu'en fait, pour faire un résumé rapide, donc j'ai eu mon fils en février. Je suis restée avec lui jusqu'en septembre parce que je n'avais pas spécialement cherché de moyen de garde à ce moment-là. J'ai commencé à chercher vers le mois de mai-juin. Coup de bol, j'ai trouvé une nounou, mais très très vite. Et je me suis dit, bon, Sonia, ça fait plusieurs mois que tu ne travailles pas. Savoir que j'étais en CDD pendant toute ma grossesse, j'étais en CDD. Et je me suis dit, ça serait bien quand même de retrouver une petite vie sociale quand même. Et surtout un salaire. Surtout. Du coup, ouais, c'est important. Et du coup, en fait, j'ai postulé dans la même entreprise que des copines à moi, qui pour le coup étaient de l'agroalimentaire. Savoir qu'avant, j'étais assistante commerciale, mais je voulais un travail où je ne me prenais pas la tête, j'avais mes horaires, un salaire plutôt sympa. Et donc, du coup, je suis allée en agroalimentaire à partir du mois de septembre 2022. Et ça s'est super mal passé. Il n'y a pas de terme. C'est-à-dire que, en fait, moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui va être les rumeurs, etc., au travail, les gens qui extrapolent. Vraiment, ça m'énerve parce que je ne comprends pas l'intérêt. Après, c'est personnel, hein. Je suis sûre qu'il y a des gens, c'est leur kiff, mais ça, leur problème. Voilà, moi, je n'étais absolument pas dans cette optique. Moi, je voulais vraiment juste un travail pour faire des heures, avoir un peu de temps de libre aussi parce que c'était un 2-8 et que ça faisait 6-7 mois que j'étais constamment avec mon fils. Donc, j'avais envie de retrouver un peu de temps pour moi. Et en fait, au bout de 3 mois, alors je pense qu'il y avait encore un petit peu de postpartum qui traînait par là. La séparation avec mon bébé aussi, forcément. Tellement désiré que le premier jour où je l'ai laissé, vraiment, ça m'a fait quelque chose. C'est normal. Et voilà, au bout de 3 mois, gros burn-out. Vraiment, j'avais perdu 7 kilos parce que je m'alimentais quasiment plus. Donc, j'avais perdu 7 kilos en 1 mois.
Parce que moi, j'arrivais pas à manger. J'avais une consommation de tabac qui était scandaleuse. OK. Je dormais à peine. J'allais au travail vraiment avec la boule au ventre, etc. J'ai eu mon rendez-vous à la médecine du travail et c'est simple, l'infirmier du travail m'a dit: «Vous ne retournez pas sur la chaîne, vous allez tout de suite chez votre médecin, vous vous mettez en arrêt». OK. J'avais un CDD de 6 mois, donc j'ai fait 3 mois, je me suis retrouvée en arrêt du coup, pour les 3 mois qui ont suivi parce que, forcément CDD, ça ne se rompt pas comme un CDI ou voilà. Je suis restée en arrêt et en fait, pendant le temps de mon arrêt, il y a eu un 1er mois où vraiment j'étais, plus bactère. Je me sentais, je vais pas donner le terme, mais il est imagé. Je me sentais comme une voilà. Vraiment, je remettais tout en cause. J'avais l'impression d'être vraiment, une mauvaise mère qui savait rien gérer, qui était pas foutue de garder un travail et cetera. Et vers décembre, en fait, je sais fin décembre, j'ai commencé à avoir un peu un déclic. Je me suis intéressée, en fait, au métier du numérique et je me suis dit: «Attends, quand tu étais plus jeune, tu étais quand même très à fond dans le dessin, tu étais très à fond dans la création». Parce que j'ai fait j'aime beaucoup, en fait, partir de matières premières et de créer quelque chose, à la fin. Donc la difficulté ne me faisait pas peur, la technique non plus. J'ai assisté à des journées en fait où il y avait des différentes personnes qui parlaient de leur métier et là, du coup, j'ai un peu plus appris sur le web design, et là, ça s'est passé très, 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 très vite, puisque, début janvier, je commençais à regarder. Février, j'avais validé tout pour rentrer en formation. À la mi-mars, ma formation a commencé, donc j'ai eu, 2 semaines où j'ai appris à maîtriser commencer à apprendre à maîtriser Photoshop parce qu'il faut beaucoup plus de temps que ça. Et puis là, ça en est suivi 6 mois, de formation assez intensive pour être dans le web design. Et j'ai eu du coup, mon diplôme, en octobre, l'année dernière. Et par contre, ça, j'avoue que ça a été, je crois, la plus grosse remontada de ma vie. C'est-à-dire que je suis partie de, je suis rien du tout, je vaux rien à, savoir que je n'ai pas de diplôme, j'ai arrêté l'école avant le bac. OK. Donc initialement, je n'avais pas de diplôme et j'ai quand même réussi à pousser jusqu'à avoir un bac+3. Et alors OK, c'est un titre professionnel, mais pour le moral, ça fait beaucoup de bien. Titre professionnel ou pas titre professionnel, dans tous les cas, bravo à toi. Parce que Merci beaucoup. c'est pas souvent qu'on entend dire j'ai arrêté avant le bac et de dire ok, j'ai quand même un bac+3, quoi. Même si c'est pas un bac titrement parlé, c'est quand même une équivalence d'un bac+3. Donc félicitations parce que tu mérites d'être félicité aujourd'hui. Merci beaucoup. Hem, je vais revenir un tout petit peu sur, du coup, mon envie d'entrepreneuriat. Alors ça, c'est assez marrant, c'est un peu arrivé comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, pendant cette période où j'étais en formation, on avait, un projet professionnel à présenter. Ok. Du coup, il fallait créer un site internet, une identité visuelle, et cetera, pour, une personne, donc soit une entreprise qu'on ne connaissait pas, soit un proche qui se lançait, et cetera. Et moi, j'ai choisi de le faire avec une copine qui Ok. lançait sa marque de vêtements. Du coup, j'ai commencé à travailler avec elle, et comme je n'arrivais pas à trouver de stage, parce que normalement, on avait 1 mois de stage pour mettre ça en application, je lui ai dit: «Écoute, tu as déjà ton numéro de SIRET, est-ce que ça t'intéresse que je fasse mon stage? Comme ça, je peaufine encore plus le projet, ça me permettait de travailler encore sur d'autres aspects». Donc j'ai fait mon stage, auprès de cette amie qui, du coup, est elle-même entrepreneur et en fait, là, ma vie a changé. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'avais absolument pas envie de travailler dans une agence, j'avais absolument pas envie de travailler dans une entreprise. Moi, je voulais vraiment pouvoir faire ce que j'avais envie. Là, à ce moment-là, j'avais pas encore tout à fait le côté mindset. J'avais vraiment plutôt cette envie d'entreprendre, cette envie d'être indépendante, de gagner plus aussi parce que, voilà, je pense qu'il faut en parler ouvertement. J'avais pas envie de me résumer à un peu plus qu'un SMIC, pour fournir plus de travail limite que ce que je fournis moi-même, sur mon entreprise Mhm. avec, voilà. Et j'avais aussi envie de pouvoir choisir sur quoi je travaille, puisque, tous les sujets, même si je suis plutôt, ouverte, parce que j'aime bien aller découvrir un peu, les univers de chacun et cetera.
J'avais pas forcément envie de faire des logos pour la mairie tous les 3 semaines. Voilà. Ou pour une collectivité, etc. Parce que ça manquait de fun pour moi. Mmh. Donc, voilà, ça a été ma première porte là-dessus. Et comme je disais, je travaillais du coup avec ma copine qui est entrepreneuse aussi. Et elle, par contre, le mindset, elle était vraiment à fond. Donc, en fait, petit à petit, elle m'a appris beaucoup de choses. Et après, je l'ai travaillé différemment, donc avec des coachs, avec des formations, avec voilà, avec même du contenu, du podcast, etc. Où les gens, en fait, en parlent hyper ouvertement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une espèce de voile posé où on est entre le monde où on est vraiment dans les clous, on est vraiment, je suis salarié, je vais rester le plus longtemps possible, mes 5 semaines, ça me va, mon salaire, ça me va. Moi, ça ne me correspondait pas. Voilà. Par contre, je comprends complètement que certaines personnes, ce soit pour eux. Et c'est très, très bien comme ça. Mais par contre, c'est vrai qu'une fois qu'on a poussé la porte, là, ça change. Alors, je pense aussi si on est dans l'état d'esprit de recevoir ces informations. Oui. Mais voilà, moi, c'est comme ça que ça m'est venu, tout le côté entrepreneurial, mindset, etc. Ça a été en fait une succession de petites choses qui ont fait évoluer en fait ma façon de penser et ma façon de voir mon travail. Je comprends totalement. Le fait que tu es soit devenue entrepreneuse et du coup qu'aujourd'hui tu es ton entreprise, que tu es ta boîte, est-ce que tu pourrais dire que pour toi c'est un avantage quand même avec du fait ta pathologie que tu as et donc du coup de pouvoir te permettre aussi de dire bon bah là je sais que par exemple pendant ces 3, 4, 5, 7 jours je vais pas travailler parce que ou du moins je vais ralentir vraiment beaucoup parce que je sais que je ne peux pas me le permettre. Mmh. Oui, ça a été un avantage, mais incroyable. Pour tout dire, là, je suis dans la mauvaise période. Donc j'ai pris, mes antidouleurs et cetera. Donc déjà, ça me laisse plus de temps pour gérer la douleur. C'est-à-dire que d'un mois sur l'autre, j'ai pas forcément les mêmes douleurs ou les mêmes symptômes parce que j'ai droit à une petite farandole de symptômes, plus sympathiques les uns que les autres. Donc ça, c'est très variable. Mais voilà, par exemple, aujourd'hui, je peux prendre le temps de répondre à tes questions. Je peux prendre le temps de témoigner. Je sais que cet après-midi, je vais travailler sur un autre projet. Voilà, je vais être sur la finition d'un site internet que je dois rendre pour fin de semaine. Mais oui, je peux aménager mes horaires et quand j'ai trop mal, j'ai trop mal. Après, c'est à moi aussi, par contre, de prendre la responsabilité de ces moments en fait où je vais pas être en capacité. Mmh. Alors, je dis pas ça dans le sens où je dois me l'infliger, loin de là. Mais je me dis, voilà, cet après-midi, je suis vraiment pas bien, j'ai besoin de m'allonger, je peux pas travailler je vais pas m'allonger avec mon PC sur le ventre, c'est juste pas possible. Et puis c'est contre-productif parce que je vais faire une sieste dans le quart d'heure. Donc, mais voilà, je sais que je vais pas avoir besoin d'aller voir un supérieur et lui dire, écoute, j'ai trop mal au ventre, est-ce que je peux rentrer chez moi? Oui, je Tous vois les très mois, bien ce que tu c'est une pression, hein, quand on est vraiment pas bien, de se dire: «Il va falloir que j'aille voir mon manager» et que je lui dise, enfin, je lui dis comment? Est-ce que je lui dis: «Ouais, je me sens pas bien»? Est-ce que je lui dis très clairement la chose? On ne sait pas comment la personne en face va le recevoir. Au moins maintenant, je me pose pas cette question. Je comprends Et totalement ce que tu peux ressentir, en tant que, salarié, si tu étais salarié. oui, c'est vrai que ça peut être, vraiment, très handicapant et même je dirais que ça dessert complètement au niveau de la vie professionnelle, dans le sens où, pardon. En fait, même au niveau des collègues, certains alors ils sont pas obligés de savoir ce que j'ai, ça c'est pas la question. Mais si tous les mois, on est obligé de rentrer chez nous en disant, «J'ai mal», il y aura toujours un moment où ça va poser problème à quelqu'un et je pense que c'est déjà assez lourd de devoir vivre avec ça. On n'a pas encore en plus besoin d'aller se justifier auprès de personnes qui en plus ne sont même pas décisionnaires. Mmh. Je vois très bien, ce que tu veux dire. C'est sûr que, c'est encore,
un très gros sujet qu'il faudrait que voilà, chaque entreprise et puis bien sûr l'État mettent à disposition. Voilà, que ça soit autant pour les personnes ayant une pathologie que pour les femmes en général. On sait que ces périodes de menstruation ne sont pas les plus simples et que un droit d'avoir ces 2 ou 3 jours de congé devrait être voilà, un droit pour nous les femmes, puisque malgré tout, on veut l'égalité avec un homme. Toutefois, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas des hommes et que nous avons un cycle et que ce cycle peut parfois être compliqué à gérer et que quand une pathologie vient de se mettre dessus, c'est encore un autre une autre chose, puisque voilà, ça reste des douleurs chroniques, ça reste une pathologie qui est vraiment handicapante et qui justement, on devrait voilà dire voilà pour toute personne ayant cette pathologie, déjà peut-être ça sera un premier pas de dire voilà vous avez le droit à tant de jours par mois qui vous sont donnés et qui ne seront surtout pas pris sur le salaire, je préfère le préciser, puisque si nous avons des hommes par ici ou des entreprises ou qui que ce soit, prenez le message parce que ça peut être vraiment un vrai plus pour les femmes, surtout pour aussi leur productivité, puisque quand on a mal et qu'on est mal, nous ne sommes pas productifs, pas parce qu'on ne le veut pas, mais parce que c'est insoutenable pour nous. Il faut dire que des fois, les douleurs sont tellement intenses que ne serait-ce que se tenir assise, puisque je pense que les douleurs, voilà, on parle de douleurs, mais la sensation, elle est très rarement expliquée. Nos douleurs viennent de contractions, en fait, puisque le sang, il faut bien qu'il s'évacue. Pour s'évacuer, voilà, tout l'utérus, etc., vont donner des contractions plus ou moins intenses. Certaines ne vont pas du tout les sentir, d'autres, comme moi, sont clairement enfin, on n'a plus envie d'aller, on n'en veut plus être là, on en a marre. Et voilà, c'est qu'en fait, j'ai envie de dire, c'est exactement d'ailleurs la même sensation qu'en accouchant, sauf qu'en accouchant, ça fait encore plus mal. Mais c'est la même sensation. On a une grosse contraction, en fait, et du coup, forcément, ça bloque. C'est inflammatoire. Ça peut remonter. Alors, moi, je sais que les miennes vont à peu près de l'estomac jusqu'au genou au niveau des inflammations. Parce que ça, voilà, c'est très, très peu expliqué. D'ailleurs, ça serait vachement bien que quelqu'un en parle plus clairement de ces sensations qu'on peut avoir. Mais oui, forcément, quand c'est tout inflammé, c'est compliqué de tenir et ça a d'autres répercussions aussi, notamment sur le transit, parce que ça, les gens n'en parlent pas, mais ça peut affecter aussi. Donc forcément, oui, les passages aux toilettes sont plus réguliers. Parce que c'est supposé sortir, il faut que ça sorte. Voilà. Moi, alors désolée, hein, je suis, j'ai pas de filtre, je parle des choses très clairement. Mais voilà, mais parce que il y a un moment, si la parole n'est pas ouverte, je vois pas comment les gens peuvent être au courant. Exactement. Voilà. Donc voilà, comme je disais, ces contractions, forcément, elles travaillent sur tout le corps. Ça peut être plus ou moins intense et du coup, oui, on va avoir du mal à se tenir, que ce soit debout ou assis. Voilà, ça peut varier. En plus, des fois, juste de changer de position, déjà, ça nous soulage. Des fois, c'est que temporaire, ça revient derrière, mais au moins un court instant, on a été un peu soulagé. C'est bien connu, je veux dire, quand on a mal, se concentrer, c'est horrible. Je vais donner l'exemple tout simple de soit la migraine, soit le mal de dents. Quand on a l'un ou l'autre, se concentrer est un enfer. Nous, la douleur, elle est pareille. Alors, pas de la même nature, mais la douleur est présente et oui, on a du mal à se concentrer parce que c'est dur de gérer une douleur et en même temps de réfléchir à ce qu'on a à réaliser sur notre travail. Je suis totalement d'accord avec toi. Du coup, j'ai une question qui me vient. Comment tu vois l'avenir de la santé mentale pour les femmes et de la santé physique également pour les femmes, que ça soit dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle? Alors, déjà, je pense que la sensibilisation, justement, à tout ça, au fait d'accepter que non, les douleurs ne sont pas normales, c'est un premier pas.
parce que ça veut dire qu'il y aura peut-être des diagnostics qui seront beaucoup plus tôt. Donc, peut-être un niveau d'endométriose, par exemple, parce qu'il y a d'autres choses, hein, il y a le SOPK, etc. Et c'est un enfer. Hein. Je vois dans mon cercle des gens qui commencent à en parler, qu'ils ont telle ou telle pathologie, alors qu'avant, ils n'en parlaient pas du tout. Et clairement, c'est toutes des douleurs différentes, mais elles sont toutes présentes et elles impactent la vie. Donc, je pense qu'un diagnostic plus tôt, ça éviterait certainement que ça dégénère. Je sais très bien qu'il y a des recherches qui sont en cours, hein, pour aider les femmes. On n'aura pas toute la chance de bénéficier de ce traitement parce qu'on ne sait pas quand il sortira. Mais je pense que voilà, il y aura des avancées si on travaille tous ensemble. Donc, pour certaines, d'en témoigner, pour d'autres, de faire leurs recherches parce que c'est leur métier et c'est leur vocation. Je pense qu'il y a aussi des choses qui devraient être mises en place sur la gestion de la douleur. On nous donne des cours pour apprendre à accoucher. Qu'est-ce qui empêche de faire peut-être une sensibilisation aussi aux techniques, par exemple, de respiration pour gérer la douleur? Et en vrai, ça se gère à peu près de la même façon que ce qu'on nous apprend pendant les cours pour l'accouchement. Voilà, d'apprendre à respirer pour accepter la douleur et la faire s'évacuer plus vite. Parce qu'en fait, avec une respiration saccadée, la douleur, elle va s'imprégner beaucoup plus vite. Si on respire au bon moment, en fait, on peut la gérer et la faire redescendre. Il y a plein de choses comme ça. Il y a peut-être aussi de faire des sensibilisations au niveau de l'alimentation, notamment l'alimentation inflammatoire. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Je pense que si plein de petits pôles comme ça sont mis en place pour aider, ça va permettre aux femmes déjà de mieux gérer l'instant présent. Et plus on sensibilisera et plus on sera habitué à ancrer ces habitudes dans notre vie, et plus les générations futures, elles pourront aussi gérer en fait ce problème. Nous, on le subit de plein fouet et j'ose même pas imaginer le nombre de personnes qui l'ont subi avant nous, mais où il fallait pas en parler. Je pense qu'on est quand même sur un mouvement qui veut avancer et voilà. On commence par la communication, mais il y a beaucoup de choses à mettre en pratique. Et moi, je trouve que le congé menstruel serait quand même une très, très bonne chose. On est d'accord totalement. Et juste petite information, sachez que, mesdames, si vous nous écoutez, les épisodes dépressifs, ça arrive, il n'y a pas de honte à avoir. Par contre, attention à ce que ces épisodes dépressifs n'aillent pas trop loin. Je préfère, voilà, je vous le dis, puisque j'ai fait 3 dépressions, je sais ce que c'est. Je n'ai jamais pris de médicaments et j'étais contre, mais ça, c'est mon avis personnel. C'est parce que ça ne me correspondait absolument pas. Ça me rendait encore plus mal que en temps normal. Mais sachez une chose, c'est que n'hésitez pas à en parler. N'hésitez vraiment pas à en parler. C'est pas une honte de ne pas aller bien. Mais par contre, c'est un choix de rester dans ce mal-être ou de s'en sortir. Et que vous en parliez à votre médecin, à votre patron, à votre manager, à votre copine, à votre maman, à votre cousin, à une voisine. Ne restez pas avec votre mal-être. Parlez-en. Que ça soit autant dirigé vers une maladie, que ça soit juste parce que vous n'allez pas bien, c'est très important de ne surtout pas rester seul dans ces moments où vous avez l'impression que le sol se dérobe sous les pieds, que la terre vous tombe dessus, parce que ça peut partir après. Vraiment, voilà, comme Sonia a pu faire un burn-out, ça peut être une dépression, ça peut être comment que ça s'appelle? L'autre mot du burn-out, mais je l'ai juste plus en Burn-out. Comment? C'est pas le burn-out, c'est quand on cumule. Le burn-out. Vraiment, prenez le temps d'en parler, c'est très important. Et comme Sonia vient de dire, plus on va en parler, plus on va libérer la parole autour, justement, que ça soit pour les pathologies telles que l'endométriose, le SOPK, la dépression, les cancers, les troubles hormonaux, la ménopause, vraiment toute pathologie. Ça va permettre de libérer justement la parole à tout le monde et que potentiellement des choses soient mises en place parce que c'est comme ça que ça va fonctionner en fait. En regardant en arrière, qu'est-ce qui t'a donné la force de continuer à avancer, même dans les moments les plus sombres? Alors, j'arrive pas vraiment à mettre un mot dessus. Pour moi, ça a été un cumul de petites choses en fait qui m'ont aidée.
Alors déjà, c'est que je suis assez tenace. J'aime pas abandonner. Voilà. Je pense qu'il y a eu des phases où vraiment je suis restée pendant plusieurs mois. J'ai même eu de la médicamentation, hein, pour la dépression. C'était pas pour moi. Mais je j'avais pas envie en fait, que toute ma vie se résume à juste être à subir en fait. Heu, j'ai fini par, penser que, bah, non, j'avais pas à subir ça et que c'était pas la faute du monde en fait, si j'en étais là. Donc je dirais que la première chose, ça a été, bah, de me dire que je méritais plus, que j'avais le droit à plus, mais aussi, de réussir à faire la part des choses et de me dire, «Ce n'est pas de la faute des gens, ce n'est pas la faute du monde. Ce problème, il était, surtout en moi, mais si je me fermais au monde, comment, en fait, évoluer justement dans ce monde?» Donc ça a été la 1re chose, de ne pas lâcher et d'accepter de m'ouvrir. Et la deuxième chose, ça a été d'apprendre, bah, qui j'étais, moi-même, parce que c'est pas un sujet qu'on approfondit énormément. Et je vais donner un exemple tout simple. Des fois, on a des passions, qui peuvent être très profondes, très ancrées et que d'autres personnes vont absolument pas comprendre. Mais vraiment pas du tout et on va avoir, par exemple, une peur du jugement. Mais au final, cette passion, elle est en nous et pourquoi est-ce qu'on serait une moins bonne personne parce qu'on a cette passion-là? C'est voilà, je veux dire, si votre passion, c'est, je veux dire, de faire du crochet, et bah, vous dites pas qu'on va vous dire, ouais, bah, comme les mamies. Non, votre passion, c'est de faire du crochet. Vous kiffez votre vie, kiffez votre vie. Et il y aura certainement des gens, surtout maintenant on a les réseaux sociaux, il y a certainement des gens qui auront au moins autant de passion que vous et avec qui vous pourrez, développer en fait, bah, plus d'affinités, parler de ce sujet qui vous passionne. C'est pas grave si tout votre entourage comprend pas. Vous pouvez en parler un petit peu, juste évoquer le sujet si vous voyez que ça les intéresse pas. C'est pas grave, vous en avez parlé, vous avez essayé, ça les intéresse pas, il y a d'autres personnes avec qui vous pourrez en parler. Donc, apprenez à vous connaître vous-même, à accepter qui vous êtes. Vous n'avez pas à avoir honte de vos passions. C'est juste vous et c'est déjà énorme d'être juste vous. Je crois que je n'ai rien à rajouter avec ce que tu as dit, c'est totalement vrai. Enfin, je veux dire, c'est mon message principal, donc totalement d'accord avec toi, Sonia. Apprenez à vous connaître, c'est très important, et accepter qui vous êtes. Vous n'avez pas à vous cacher, vous êtes très bien comme vous êtes parfaite telle que vous êtes, et personne n'a le droit de juger ce que vous faites, qui vous êtes, parce que c'est très bien comme ça, en fait. Vous avez le droit d'aimer le crochet, de faire une collection de timbres, d'aimer les chats ou de détester la viande. Enfin bref, vous êtes qui vous êtes et c'est très bien comme ça. Acceptez-vous et vous verrez déjà qu'en vous acceptant vous-même, les autres auront déjà beaucoup plus de facilité aussi à vous accepter puisque vous allez dégager ce message de je m'accepte tel que je suis et bah, c'est parfait comme ça en fait. On ne dégage pas du tout la même chose, même en rapport avec les gens, en fait. Plus on accepte qui on est, plus on accepte avec nos défauts ou avec, ce qu'on fait, de manière excellente. Parce que en fait, personne ne sera mieux vous que vous-même. Donc ça, c'est la première chose importante. Mais plus vous serez en accord avec vous-même et plus vous allez dégager justement, une énergie qui va être beaucoup plus communicative. On va pas du tout s'adresser de la même façon à une personne qui est en accord avec elle, qui se tient droit, qui se tient fier, qui est contente de vivre, qui est souriant et cetera. Une personne qui va être, toute recroquevillée, qui va pas oser dire trop de mots, qui va essayer de s'effacer et cetera. Elle aura pas du tout la même reconnaissance en face et les particularités de chacun, c'est ce qui fait la beauté de l'humanité, c'est que chacun a le droit d'être qui il veut être et comment il va s'accepter comme il est. Mais vous pouvez être vous-même et faire en fait découvrir au monde que, vous êtes ainsi et que c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Alors, pour conclure, quel message souhaiterais-tu transmettre à toutes les femmes qui écoutent aujourd'hui? Comment peuvent-elles trouver la force, la résilience nécessaire pour prendre soin de leur santé mentale, mais tout en embrassant pleinement leur féminité et qui elles sont à l'intérieur?
Alors, déjà, comme je disais, le plus important, c'est d'apprendre qui vous êtes vous-même. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever tous les matins? Et ça peut être vos enfants, ça peut être une passion, ça peut être tout. Mais avant tout, vous êtes une personne et vous avez le droit de briller en tant que personne. Donc, c'est important d'apprendre à s'accepter et à vivre avec soi. Euh, Déjà, si vous êtes heureuse avec vous-même, vous serez encore plus heureuse avec d'autres. Si vous en avez besoin, vous avez maintenant des groupes de parole qui existent. Vous avez des médecins, des thérapeutes qui sont spécialisés sur différentes pathologies, qui sauront très bien vous aiguiller. Il ne faut pas hésiter à aller en voir plusieurs. Si vous ne vous sentez pas écouté par un, si vous sentez que le feeling ne passe pas, le feeling, il est là pour quelque chose. Ne vous stoppez pas à juste j'ai pris rendez-vous avec lui. Si c'est pas le bon, c'est pas le bon. Il y en a un autre qui sera là pour vous. Ensuite, comme je disais, apprenez à accepter que la maladie ne vous définit pas. Vous êtes, la maladie, donc je parle de dépression, pathologie handicapante, etc. Vous êtes une personne, vous n'êtes pas une maladie. Elle n'a pas à contrôler l'intégralité de votre vie et c'est à vous, c'est à vous en fait d'accepter de faire ce pas qui peut faire peur, mais qui va en fait juste vous offrir d'autres opportunités. Donc voilà, n'hésitez pas à être vous-même, n'hésitez pas à parler. Si vous avez des personnes dans votre entourage qui peuvent être compréhensives, qui peuvent être à l'écoute, allez les voir. Cherchez-vous vraiment une personne de confiance avec qui vous savez que voilà, vous pourrez tout dire. N'hésitez pas à même aller demander de l'aide, des conseils, etc. Il y a plein de structures qui existent pour ça. Il y a des groupes qui existent même sur les réseaux sociaux qui sont très, très bien documentés. Voilà. Accepter en fait qu'il y a quelque chose de meilleur, mais que pour aller vers ce meilleur, il faut faire le premier pas. Je suis totalement d'accord avec toi. Merci beaucoup pour ce message, Sonia. Alors, on arrive sur la fin de l'interview, donc je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui et qui prendront également le temps de partager cette vidéo au maximum de femmes parce que plus le message sera partagé et plus il sera entendu et donc plus il y aura de choses qui seront mises en place et de prise de conscience et ça, c'est très important. Ensuite, je tiens à te remercier, Sonia, pour ton partage, nous avoir partagé ton vécu, ce que tu as pu traverser, tes épreuves, et puis également ton sourire, ta joie de vivre, alors que tu es dans une phase un peu compliquée au moment où on tourne cette interview. Donc, merci beaucoup de ta présence et de ton partage aujourd'hui. C'est avec plaisir. Voilà, donc je vais vous laisser. Je vais donner à Sonia, bien sûr, le dernier mot de la fin, comme à mon habitude. Et je vous dis à bientôt donc, pour une nouvelle chronique, pour un nouvel épisode. Merci. Merci beaucoup à tous. À bientôt. À bientôt, Sonia.